Nous allons maintenant étudier la façon dont les neurones moteurs de notre système nerveux nous permettent de contrôler les contractions de nos muscles. Parlons en premier lieu du concept d'unité motrice qui est central dans cette partie du cours. Donc, les unités motrices, elles représentent les plus petites entités contractiles du système neuromusculaire et se composent d'un motoneurone alpha et des fibres musculaires que ce motoneurone alpha innerve. Donc, les neurones moteurs, je vous le rappelle, possèdent leur corps cellulaire dans la corne ventrale de la moelle épinière et leur axone quitte la moelle épinière pour aller innerver plusieurs fibres musculaires. Effectivement, l'axone se ramifie en plusieurs branches quand il arrive non loin du muscle et peut innerver de 3 à 2000 fibres musculaires en fonction du type de muscle concerné. Vous avez ici une vue au microscope d'un axone, d'un neurone moteur qui se ramifie donc en 4 branches et qui va donc innerver 4 fibres musculaires différentes. On peut d'ailleurs distinguer 2 des 4 jonctions neuromusculaires que le motoneurone fait avec 2 fibres musculaires différentes. Évidemment, un seul motoneurone n'innerve pas toutes les fibres musculaires d'un même muscle. On retrouve donc au sein de chaque muscle de nombreuses unités motrices, c'est-à-dire plusieurs ensembles motoneurones plus fibres musculaires. J'attire toutefois votre attention sur le fait qu'une même fibre musculaire ne peut pas être innervée par plusieurs motoneurones. En revanche, et j'insiste, un même motoneurone peut innerver plusieurs fibres musculaires. Sur la base de ce que je viens de vous dire, voici 2 images d'unités motrices, et dans l'une de ces 2 images, j'ai glissé une erreur. Je vous laisse quelques secondes pour la repérer. J'imagine que vous aurez tous constaté que l'erreur se situe ici, sur l'image de droite, où 2 motoneurones différents innervent la même fibre musculaire. Ce n'est pas possible, ne l'oubliez pas. Donc, c'est en jouant sur l'activité et le recrutement des unités motrices d'un muscle que l'on est capable de moduler la force que ce muscle produit. En ce sens, sachez que nos muscles sont composés de différents types d'unités motrices. Globalement, on peut diviser les types d'unités motrices en 2 catégories. Les grosses unités motrices et les petites unités motrices. Ces 2 types d'unités motrices, vous vous en doutez, elles ont des propriétés bien différentes. Je fais apparaître ici l'ensemble des propriétés que peuvent avoir les unités motrices. Donc les unités motrices peuvent être rapides ou lentes, elles peuvent permettre la génération de tensions musculaires faibles ou importantes, et elles peuvent être soit fatigables, soit peu fatigables. Donc sur cette base, voyons dans un premier temps les propriétés auxquelles se rattachent les grosses unités motrices en gris. Donc les grosses unités motrices, ce sont des unités motrices rapides, c'est-à-dire qui permettent aux muscles de se contracter et de monter en tension rapidement, notamment pour les efforts explosifs. Quand elles sont activées, elles entraînent la génération de tensions musculaires importantes, donc elles permettent de générer beaucoup de force. Par contre, elles sont très fatigables. Pour ce qui est des petites unités motrices, en rouge, ce sont des unités motrices lentes, donc qui amènent les fibres musculaires à se contracter de façon relativement lente. Elles permettent la génération de tensions musculaires relativement faibles, et par contre, elles sont peu fatigables. Maintenant que nous avons présenté de façon très globale les caractéristiques de ces 2 types d'unités motrices, rentrons maintenant un peu plus dans les détails pour mieux comprendre leurs différences. Concentrons-nous d'abord sur les différences anatomiques. Donc, les petites unités motrices, elles possèdent un motoneurone avec un petit soma et leur axone est de petit diamètre. De plus, le motoneurone d'une petite unité motrice s'associe généralement à un petit nombre de fibres musculaires. A l'inverse, les grosses unités motrices, elles sont composées de neurones moteurs qui possèdent un gros soma et un diamètre axonal important. De plus, ces motoneurones, ils possèdent de nombreuses ramifications pour se connecter avec un nombre de fibres musculaires plus important que les petites unités motrices. Et évidemment, ces différences anatomiques, elles vont avoir un impact important sur les propriétés fonctionnelles de ces 2 types d'unités motrices, notamment concernant la vitesse de contraction et la force générée. Alors voyons lesquelles. Pour cela, étudions les effets différenciés d'un potentiel d'action généré dans le motoneurone d'une unité motrice lente et dans le motoneurone d'une unité motrice rapide. En laboratoire, nous sommes capables de faire cela en insérant une microélectrode de stimulation dans le soma d'un motoneurone individuel.
On génère alors un courant d'intensité contrôlée qui va permettre la génération d'un potentiel d'action unique dans la fibre axonale et qui va générer une réponse musculaire, une contraction courte que l'on nomme secousse ou twitch musculaire. Cette contraction musculaire, on peut alors mesurer la tension, la force qui en résulte. Vous avez ici un graphique qui montre l'évolution de la tension d'un muscle en fonction du temps suite à la génération d'un potentiel d'action unique, ce que l'on appelle donc une secousse ou twitch musculaire. On peut distinguer deux phases, donc la phase de montée en tension ou de contraction, puis la phase de relaxation. Toutefois, et comme nous allons le voir maintenant, les caractéristiques de cette secousse musculaire en termes de montée en force, de force maximale atteinte et de relaxation dépend du type d'unité motrice qui est stimulée. Donc, dans un premier temps, voyons ce qui se passe quand on stimule le motoneurone d'une grosse unité motrice. Ce qu'il faut savoir, c'est que les grosses unités motrices, elles sont composées de fibres musculaires dites rapides ou de type 2, c'est-à-dire de fibres musculaires qui ont des temps de contraction très courts en réponse à un potentiel d'action unique, qui développent une force maximale élevée et sont, comme nous l'avons vu précédemment, très fatigables. Si l'on représente la secousse musculaire d'une grosse unité motrice, voilà ce qu'on obtient. Donc, une contraction courte avec un niveau de tension maximale développé important. Concernant les petites unités motrices, elles sont composées de fibres musculaires lentes, dites de type 1. Elles ont des temps de contraction longs et développent peu de force et sont peu fatigables. Donc voilà, en comparaison à une grosse unité motrice, la réponse musculaire lors de la stimulation d'une petite unité motrice. Donc on voit bien que la force développée elle est beaucoup plus faible et que le temps de contraction est bien plus long. Notez qu'on n'en parlera pas beaucoup plus dans le cadre de ce cours, mais il existe également des unités motrices dites intermédiaires qui développent des niveaux de force et présentent des temps de contraction intermédiaires. Il est également important de noter que tous les muscles squelettiques, ils sont composés de ces trois types d'unités motrices. Vous n'avez pas des muscles qui sont uniquement composés d'unités motrices rapides ou uniquement composés d'unités motrices lentes. Il y a au sein de chaque muscle une distribution de ces types de fibres dans des proportions différentes selon les fonctions du muscle en question. Nous reviendrons sur cet aspect un peu plus loin.